Compose, épisode 5. Pardon, je dis putain. Putain, merci Sophie de l'avoir fait. Comme si, parfois je me dis, mais j'aurais pu ne pas le faire, je vais avoir un petit bébé à la maison, financièrement, enfin, on a tous 1000 excuses qu'on pourrait donner. Et j'aurais pu suivre tout ça. Et j'ai juste suivi l'intuition. Et je me dis, heureusement que je l'ai fait à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, je me dis merci. Mon invitée pour ce 5e épisode, c'est Sophie W. Céramiste, elle a créé sa propre marque en 2016. Ensemble, on a parlé de sa découverte de la poterie, de l'intuition qui l'a fait se lancer, de son envie d'être indépendante qui lui vient de ses parents, de ses collaborations avec d'autres créateurs, de ce qu'elle ressent lorsqu'elle finit une pièce. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, merci Sophie d'être avec moi sur Compose. Avec plaisir. Alors donc tu es céramiste, tu as lancé Sophie W en 2016. Tu peux un peu m'expliquer d'abord, pour revenir au début, comment est né cet intérêt pour la céramique ? Eh bien, c'était il y a plus de 10 ans. J'étais chez mon copain, enfin qui est mon mari aujourd'hui, mais c'était mon copain à ce moment-là. Et je dis, j'ai toujours voulu faire de la céramique. Et sa maman qui me dit, mais il y a une potière ici à Tourine-Saint-Lambert. Et c'est comme si, limite, ça n'existait plus les potiers. Et je me suis dit, chouette. Et donc, on a été à pied. On a toqué, elle a dit, venez, elle a fait visiter son atelier. Et après, elle m'a dit, viens une fois tourner, tu vas essayer. Puis j'y suis retournée tournasser et ça fait 10 ans que j'y vais. Et donc, je continue à y aller, donc ça, c'est trop gai. Parce que la poterie, ça peut s'apprendre pendant des années, quoi. Et tu as tout de suite su que c'était ça ton truc une fois que tu as commencé à le faire ? Non, c'était vraiment un hobby. J'allais le vendredi matin et j'avais mon boulot à côté. Mais plus le temps passait, plus je me disais, est-ce que ça pourrait un jour être un métier ? Mais ça me semblait encore impossible. Et puis plus les années passaient, plus ça me trottait. Et quand j'ai été enceinte de mon petit garçon qui s'appelle Marius, là je me suis dit, en fait, pendant ma grossesse, je savais que c'était maintenant. Et du coup, quand j'ai repris le boulot après les 3 mois ou 4 mois de congé de maternité, j'ai annoncé que je démissionnais pour faire mon projet. Comment tu as su que c'était maintenant ? Qu'est-ce qui t'a justement fait comprendre que là... L'intuition. Enfin, je le sentais, je le savais. Et je fais beaucoup de journal créatif que j'ai appris avec Nathalie Hanau, qui fait ça à Saint-Géry. Et dans mon journal créatif, j'écrivais tout le temps. Je faisais du collage avec la poterie. J'écrivais au revoir à mon ancien boulot. Et du coup, en fait, j'ai suivi cette intuition. J'en ai pas parlé beaucoup à part mon mari et justement à ma prof. Parce que je savais que si t'en parles trop, les gens vont te dire « non, t'as un bon boulot, ne fais pas ça ». Et du coup, j'ai un peu tout construit intérieurement. Et quand j'ai repris le boulot, je savais. Et donc voilà, j'ai dit que je quittais. Mon papa m'a dit que j'étais folle et que j'avais un bon boulot. Et mes sœurs qui me disaient « ouais, trop génial, tu l'as fait ». Et donc voilà. Et je regrette pas du tout. Donc ça, Tu as toujours été comme ça intéressée par le fait de travailler de tes mains ? Quand tu étais petite, tu avais aussi cet aspect créatif en toi ? Pas spécialement. J'ai toujours voulu dessiner, mais je me disais, je sais pas dessiner, donc voilà. Après, par exemple, mon jeu préféré, c'était faire la miche popote, quand j'étais vraiment petite, quoi. Et j'aimais bien tous les jeux, jouer au magasin, tout ça. Mais il y avait pas, j'ai pas l'impression que j'avais vraiment un petit truc artistique. Et la poterie, je crois que c'est vraiment en le faisant, en l'apprenant, que c'est venu, mais c'est pas un don. Je crois que c'est vraiment en le faisant et l'apprentissage, quoi. Et la détermination, parce que c'est du coup beaucoup de frustration au début, et c'est continuer. Et encore aujourd'hui, il y a des frustrations. J'ai encore plein de choses à apprendre, et donc après, c'est ça qui est gai, c'est que c'est toujours plus... il y a toujours à faire, quoi. Comment tu es passée du coup au-dessus de ces frustrations quand t'étais au tout début, que t'apprenais vraiment le travail de la terre ? Comment t'es passée au-dessus de ça pour te dire j'ai envie de continuer ? C'est toujours en le faisant. Ici, je fais des plats, pour l'instant j'ai des petites fissures. Mais du coup, je reprends l'exercice avec des plus petites pièces. Et puis au fur et à mesure, je remonte en poids. Et donc c'est tout le temps, c'est le faire, quoi. Et parfois, peut-être revenir un peu en arrière pour après continuer. Et alors, quand tu as vraiment lancé, du coup, Sophie W, déjà, comment tu as décidé de l'univers que tu voulais créer ? Comment tu as choisi le nom aussi de ta marque de céramique ? Du coup, comment ça s'est passé, tous ces débuts ? Le nom, je me suis dit, comme il y avait plein de noms déjà avec le mot terre ou le mot art, je me suis dit, je vais garder juste mon nom. Et en fait, c'est venu aussi que quand j'étais petite,
Je faisais beaucoup de dessins à ma grand-mère et je signais tout le temps Sophie W. Alors, il y avait qu'une Sophie dans ces petites filles, mais tout le temps Sophie W, Sophie W. Et en fait, j'ai repris ce nom du coup. Donc, c'est venu assez naturellement, ce nom. Et pour l'univers, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis retrouvée, donc j'ai d'abord fait des petits travaux dans l'atelier. La chance que j'ai eue, c'est que mes parents sont menuisiers, donc la menuiserie était là. J'ai demandé pour avoir un espace, ils m'ont dit oui tout de suite, même s'ils m'avaient dit que j'étais folle de le faire. Et du coup, j'ai fait l'atelier. Et puis, je me suis retrouvée derrière mon tour. Là, il y a eu le petit moment de, mais, enfin, vraiment, qu'est-ce que je fais ici? Je suis folle, pourquoi j'ai fait ça? Et puis, du coup, je me suis dit, ben, fais des pots. Et j'ai fait le petit modèle de mes petits gobelets que je fais toujours aujourd'hui, puisque c'est un petit modèle qui fonctionne bien, les petits gobelets à thé. Mais à ce moment-là, j'ai pas réfléchi quel est mon style. C'est venu tout seul. Et aujourd'hui, c'est vrai que les mots qui reviennent souvent, c'est douceur, épuré, voilà, tous ces mots. Et je sens que c'est ça que... Or, est-ce qu'à un moment, j'aurais plus envie de couleurs peps, ou pour l'instant, j'aime bien les couleurs pastel. Là, je suis en train de faire des petits mélanges, des petits tests. Mais en fait, ça évolue tout le temps aussi. Tu disais que tes parents étaient menuisiers, du coup, eux, ils travaillaient aussi de leurs mains. Est-ce que tu penses que le fait de les avoir vus toujours dans ce domaine-là, ça a forgé un peu une envie d'être aussi dans un domaine comme ça? Peut-être qu'inconsciemment, en tout cas, vouloir être indépendante, c'est clairement grâce à eux. Et quand j'ai fait des études de relations publiques, j'ai fait mes études pour avoir ma gestion. Donc en sortant de Réto, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je serais indépendante. Et je me suis dit, autant faire RP, j'ai ma gestion. Et le jour où je saurai, ce sera fait. Donc ça, c'était déjà là. Et après, c'est vrai, peut-être qu'inconsciemment, à chaque fois qu'on va dans l'atelier, il y a l'odeur des copeaux, c'est le bois, c'est les belles choses, c'est les belles matières. Donc ça, peut-être bien que sûrement, ça a joué sans m'en rendre compte, quoi. Et l'envie d'être indépendante, pourquoi tu l'avais déjà? Là, c'était avoir les parents présents, même s'ils travaillaient beaucoup, du coup, vu qu'ils sont indépendants, mais ils étaient toujours présents pour nous. Et du coup, c'est ça que je voulais aussi donner à mes enfants et de pouvoir, moi, gérer mon emploi du temps par rapport à tout ça, quoi. Et quand tu as eu ce déclic justement à ta grossesse, tu t'es dit que finalement, c'était logique que ce soit la poterie qui devienne ce projet d'indépendante? Est-ce que tu as fait les connexions vraiment entre tout à ce moment-là? Oui, ouais. Je savais, quand je savais que je quittais le boulot, je savais que c'était pour faire la poterie. Mais j'en ai parlé à ma prof. Limite, j'étais même stressée de lui en parler parce que je me disais, si elle me dit non, fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Et dès que je lui en ai parlé, elle m'a dit oui, vas-y, fonce, ça marchera. Et du coup, en fait, là, c'était d'office. Là, il y avait même plus d'hésitation. Vu qu'elle m'encourageait, c'était sûr que je le ferais, quoi. C'était vraiment important d'avoir cet avis extérieur, mais surtout de quelqu'un qui connaît l'univers de la poterie? Oui, parce que quand j'en ai parlé, je me sens que c'était important pour moi de savoir. Et que quand elle m'encourageait, alors après, c'était facile de me dire, ben oui, en fait, ça confirmait toutes mes pensées. Et donc voilà, c'était plus facile de me dire, je le fais. Et pourtant, c'est quelque chose de dur. Enfin, tu le disais, c'est vraiment des processus longs, etc. Comment tu t'es lancée? Donc, tu as commencé à faire ces petits pots, mais comment tu as imaginé la suite tu vas faire une boutique, tu vas faire sur commande? Comment ça s'est passé tout ça? Ma première idée, et au final, je ne l'ai même pas fait, mais je me disais, ça peut toujours marcher dans le sens où il y a tellement de connexions. Ça peut être des vases avec une fleuriste, ça peut être des calices avec des producteurs de bière, ça peut être des petits pots à thé avec des producteurs de thé. Et du coup, je me disais, il y a tellement de connexions possibles que même si je fais quelques pots pour telle personne, ça pourra fonctionner. Et au final, en fait, ça a démarré avec toutes des commandes de particuliers. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, j'ai pas vraiment du coup travaillé avec d'autres boutiques parce que du coup, la marge est plus élevée pour les gens. Et je me disais, c'est dommage que s'ils viennent chez moi, c'est moins cher que dans les boutiques. Mais du coup, c'était un peu mon élément déclencheur du début de me dire, il y a moyen si je fais comme ça, comme ça, comme ça. Pas dans d'autres boutiques, mais par contre, tu as travaillé avec d'autres créateurs au fil des années. Ces collaborations, c'est vraiment quelque chose qui t'inspire? En fait, ça, c'est venu naturellement. Ou je ne sais plus avec qui j'ai fait les premières ventes, mais par exemple, quand Amandine Cat s'est lancée, je lui ai dit, mais on va faire une vente ensemble.
La bohémerie, je suivais son site, mon atelier déco. D'ailleurs, quand je travaillais, souvent j'allais voir sur mon blog. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire des pots pour les macramés. Donc je l'ai contacté et en fait, le contact est tout de suite bien passé. Et du coup, on a eu une idée on s'était dit, on va faire aussi une vente ensemble. Et puis Isabelle d'Agnès et Thérèse, parce que oui, au tout début, quand même, il y a une ou deux boutiques qui m'ont proposé de mettre mes petits pots. Et c'était dont Isabelle où sa maman travaillait chez Neos. Donc c'est comme ça que Isabelle, je la connaissais d'avant, mais c'est comme ça que je l'ai re-rencontrée. Et du coup, on a fait aussi une vente ensemble. Et puis comme ça, petit à petit, après, chacune avait ses connaissances, ses copines. Et donc, on a fait quelques ventes comme ça. Et ici, la dernière, j'en ai fait une aussi avec la tourneuse sur bois avec qui je travaille. Et son copain qui fait des couteaux. Du coup, voilà, c'est toujours dans le même domaine des artisans et des chouettes rencontres. Et puis vous avez aussi, avec certains, tu as créé carrément des objets vraiment uniques. C'est important de faire rencontrer comme ça des univers différents et des matières différentes. Oui, comme avec Laureline Colonus, qui là, c'est une amie qui s'est mise à la soudure. Et du coup, on a fait des porte-gamelles pour les chiens. Et alors, on a fait des petites tables. Et du coup, là, c'est encore plus gai, parce que c'est qu'une amie et qui s'est lancée aussi il n'y a pas très longtemps. Et donc, ouais, c'est gai de tous ces mélanges d'univers et des rencontres. Tu sens que vraiment ton style évolue au fil des années. Il a beaucoup évolué déjà au fil des 10 années de cours, mais au fil des collaborations, au fil de la boutique aussi. Tu sens vraiment que ton style s'est installé? En fait, je ne sais pas comment il s'est installé, mais j'ai l'impression que j'ai mon petit style, oui. Et en fait, je ne sais pas trop dire. Donc, je ne sais pas, parce que je réfléchis pas vraiment, en fait. Parfois, si je vais sur Pinterest, je vois plein de trucs, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Parfois, c'est l'autre jour au lit, donc ma petite fille jouait avec sa dinette. Il y avait des formes de bols dans sa dinette. Je me suis dit, je vais faire ces bols-là. Et donc, en fait, l'inspiration vient de partout. Et quand quelque chose, je me dis, oui, ça, j'ai envie de faire, mais sans que je réfléchisse, est-ce que c'est mon style ou pas? Donc ça, j'ai l'impression que ça vient plutôt naturellement. C'est vraiment toutes des choses du quotidien comme ça qui t'inspirent dans tes créations? Oui, même ça peut être en vacances. En fait, c'est tout le temps dans ma tête. Même quand je nettoie et puis je me dis, je vais faire ça, ça, ça. Je vais essayer ce vase-là avec telle couleur. Et du coup, j'ai l'impression que c'est du non-stop. C'est difficile à décrocher. Oui, est-ce que tu arrives à t'arrêter justement? Oui, quand même, parce que ça dépend en fait. Dans la tête, peut-être pas. Mais après, oui, je sais décrocher quand même du boulot et je suis pas tout le temps non plus. Si je suis à une soirée avec des amis et qu'on rigole, je vais pas penser à ma poterie, mais c'est vrai que ça revient souvent dans tes pensées et dans tout ça. Et comme c'est très technique, c'est quelque chose que tu dois vraiment exercer tout le temps pour ne pas perdre la main, ou finalement tu peux arrêter un mois et puis retrouver la manière dont ça fonctionne, le tour, etc. Je crois que tu retrouves toujours, mais par exemple, je sais que moi, à chaque fois que si j'arrête pendant quelques semaines, quand je vais reprendre, c'est comme si, est-ce que je sais encore tourner? Et puis c'est en le faisant que je me dis, ok, c'est bon, je reprends tout de suite. Mais je ne recommencerai pas de tourner après un mois des plats. Je vais plutôt recommencer par des petits gobelets, des tasses ou quelque chose que j'ai plus facile. Ça d'office. C'est surtout de l'utilitaire que tu fais? Oui, utilitaire ou décoratif comme les vases ou ce genre-là. Et pourquoi c'est cette envie-là que tu as eue? Pourquoi pas quelque chose, par exemple, plus du domaine, entre guillemets, artistique, de la décoration, etc., mais plus de l'utilitaire? Tu voulais que les gens aient finalement besoin, entre guillemets, de ce que tu crées? Oui, c'est vrai que les côtés tu vois, artistiques et tout, ça m'attire moins. Peut-être ça viendra plus tard. Et en même temps, c'est un peu artistique. Oui. Oui. L'utilitaire est artistique. Mais c'est plus, oui, l'utilité. Enfin, l'utilité, les formes. Et j'ai pas envie de chercher à faire un truc... Ouais. Et quand tu vois, du coup, les gens qui t'ont passé commande, qui récupèrent leurs bols, leurs assiettes, etc., que tu vois que, j'imagine qu'ils sont contents, qu'est-ce que ça te fait de voir que ça leur plaît? Ça, c'est super gai. Parce que je vois que c'est sincère, que les gens aiment vraiment bien. Et souvent, ils me disent, s'il y a quelque chose en plus chez nous. On voit que c'est comme si l'objet avait une symbolique. Et ça, c'est vraiment le retour des gens. Qu'ils savent que c'est fait par quelqu'un et qu'ils savent identifier qui a fait la pièce. Et donc, je crois que c'est important. Même moi, à la maison, tous les objets que j'ai des copines créatrices ou des artisans, c'est des pièces que j'adore, si tu achètes
des petites affaires chez, je sais pas moi, Casa ou quoi, j'ai l'impression que tu es moins accroché à tes objets. C'est important de redonner de la valeur aux choses pour toi? Oui, ouais. Et surtout avec tout ce qui se passe, retour aux choses essentielles et tout. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on était déjà comme ça, mais que c'est important, quoi. Ici, on est dans ta boutique et juste à côté, il y a ton atelier. Comment tu te sens quand tu es dans cette pièce-là? C'est vraiment, c'est une bulle pour toi, cet atelier? Oui, parfois j'arrive où je me dis, oh, j'ai pas envie d'être dans mon atelier. Et puis 5 minutes après, je suis là, ah, j'ai envie de faire ça. Et du coup, oui, j'aime bien dans mon atelier. Ça me dérange pas d'être. Parce que j'ai un copain qui fait de la soudure à côté, toujours la musique. Et du coup, quand il est là, je me dis, oh cool, il y a de la musique. Mais si je suis toute seule, je peux être dans le silence total. Et en fait, ça me dérange pas du tout. Parce que je suis dans. Je sais pas, je suis dans mon élément, puis je pense à plein de trucs. Et puis. Donc, ouais, j'aime bien, ça me dérange pas de. Et puis, comme il y a beaucoup de passages ici autour de l'atelier, je suis pas non plus isolée, parce que je vois quand même pas mal de monde. Mais oui, j'aime bien l'ambiance de mon atelier. Et d'autant plus que c'est l'ancienne menuiserie familiale, ça apporte vraiment une valeur supplémentaire à ce lieu pour toi? Oui, quand même. Je crois qu'il y a une attache qui est là pour le lieu. Et souvent, quand les clients viennent à la boutique, si je demande, ah, vous voulez voir l'atelier, quand je fais visiter, tout le monde à chaque fois dit, ah, c'est génial. Enfin, on voit que les gens adorent, qu'ils trouvent ça génial, que c'était la menuiserie, que mes sœurs ont ouvert une épicerie à côté, et que Yannick fait de la soudure, que Laureline aussi fait de la soudure. Et du coup, ça met toute une ambiance autour, quoi. Et pourquoi tu avais envie d'avoir cette boutique, vu que tu fonctionnes aussi sur commande? Pourquoi c'était important d'avoir ce lieu où les gens peuvent venir aussi voir ce que tu crées? Parce qu'au début, je faisais des ventes à l'atelier, mais du coup, je devais à chaque fois tout ranger, remettre en ordre. Du coup, c'est du temps que je perdais pour tourner. Et aussi, c'était tout en salle, c'était mon atelier. Et donc là, c'était comme de nouveau, on a la chance d'avoir l'espace. Quand papa a pris sa pension, enfin quand les parents ont pris la pension, comme on avait l'endroit, du coup, j'ai fait la petite boutique. Et là, j'étais enceinte de lit. Et je me suis dit, vu que je vais arrêter 3-4 mois après ma grossesse, ce serait bien d'avoir un endroit où je peux... Et du coup, pendant la grossesse, j'ai bien produit pour pouvoir ouvrir la boutique à ce moment-là. Donc là, ça fait 3 ans, 3 ans que ça a ouvert. Et comment ça se passe, tes semaines, du coup? T'es vraiment tous les jours dans ton atelier ou t'as besoin aussi de pause, de break, de plus réfléchir à ce que tu veux faire? Là, j'avais, on va dire, comme un 4-5e atelier, plus le samedi après-midi dans ma boutique. Et là, je me dis, je vais prendre une petite demi-journée en plus pour faire des petites courses ou sans les enfants, quoi, que c'est toujours plus facile. Mais sinon, oui, c'est semaine atelier et puis le samedi après-midi, j'ouvre la boutique. Et ça te fait quoi d'avoir fait de ta passion ton métier? J'adore parce que j'aime mon métier et du coup, le matin, même si oui, comme tout le monde, c'est parfois difficile de se lever et de dire j'ai pas envie, mais une fois que je suis levée, je suis debout, je vais faire ça, et enfin ouais, je sais pas comment expliquer. J'aime mon métier, quoi. Et t'as toujours comme ça Enfin, tu le disais, hein, ta tête déborde d'idées, mais est-ce qu'elles sont réalisables dans ce que tu... Enfin, est-ce que tu peux les faire? Est-ce que tu peux les mettre en place? Est-ce que tu en as envie? Oui, par exemple, j'ai ma liste de commandes et j'ai ma liste de tout ce que j'ai envie de faire. Dans tout ce que j'ai envie de faire, c'est des trucs qui sont réalisables. Après, j'ai remis des grands plats. Je sais que pour l'instant, c'est un peu, voilà, je dois voir un peu où est le problème de mes fissures et tout ça. Mais je sais que c'est bon. Je vais pas là aujourd'hui mettre dans ma liste de mettre des pots de 10 kilos. Je sais pas le faire et je saurais pas encore le faire l'année prochaine. Donc ça, c'est plus ça va évoluer avec le fil du temps. Et ça, je le mettrai quand ce sera le moment, quand je saurai le faire, quoi. C'est pour ça que tu disais que c'était vraiment infini, la céramique? Oui, parce qu'il y a des potiers qui tournent 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. Moi, là, je suis à 3-4 kilos. Et après, il y a la force physique aussi. Je suis pas je suis pas une grosse balèze. Mais en même temps, ma prof dit toujours que c'est pas non plus c'est la façon dont tu te positionnes. Donc voilà, tout ça joue aussi. Explique-nous un peu, du coup, comment ça fonctionne pour ceux qui ne savent pas du tout comment on crée un pot, un vase, une assiette. Comment tu travailles? Mais du coup, on prend donc le pain de terre qui est fait que j'achète aux argilières Ins. Je fais une balle de terre d'un certain gramme.
Par exemple, pour un bol à soupe, je vais prendre 500 ou 600 grammes. Donc, je fais toutes mes balles de 500-600 grammes. Puis, sur le tour, je crée la pièce. Ça, c'est tous des gestes que je ne saurais pas expliquer comme ça, mais tous des gestes précis pour faire la forme. Et c'est de nouveau, tous ces gestes, c'est des années d'apprentissage. Enfin, si, on peut facilement faire un petit bol, mais pour que la paroi soit identique, la même partout, pour que la pièce soit fine, tout ça, ben là, il faut plus de temps. Et après ce bol, une fois que tu as fait la forme, ça va sécher quelques jours. Puis tu tournasses. Tournassage, c'est avec des outils, c'est venir dessiner le pied, affiner la pièce. Après, c'est le séchage. Si des plats, ça va sécher 15 jours. Des petits gobelets, peut-être quelques jours, mais au final, tu vas quand même attendre d'avoir plein de pots avant d'enfourner pour pas lancer un four avec 5 tasses, quoi. Et quand tu as assez de pièces pour lancer un four, tu as la première cuisson, c'est biscuit à 1000 degrés. Ça dépend des cuissons de chaque potier. Mais moi, je fais la cuisson à 1000 degrés. Après, je mets de l'émail dessus. Moi, je trempe. Et ensuite, ça retourne au four à 1260 degrés. De nouveau, il y a des potiers qui cuisent à 1300. Il y en a qui font des plus basses cuissons. Ça dépend de chacun. Et donc, au total, pour créer une pièce, ça te prend combien de temps ? Ben, je dirais que si je la fais aujourd'hui, il me faudra bien 1 mois minimum pour l'avoir. Et ça, c'est si j'ai assez de pièces pour faire ma première cuisson ou ma deuxième cuisson. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Et ça, c'est vrai que les gens, quand ils viennent, ils visitent la boutique. Enfin, je le fais pas toujours, mais si on va dans l'atelier et que j'explique, les gens sont souvent étonnés. Ils se rendent pas compte qu'il y a tout ce processus de séchage, de tournassage, et que ça prend plus de temps qu'on ne le croit. Et c'est important de leur montrer ça ? Oui, parce que je vois qu'ils se disent vraiment « Ah oui, c'est vrai ». Du coup, ça justifie le prix aussi, parce qu'ils se rendent mieux compte, même s'ils ils se disent pas, enfin, ils font pas de commentaires, mais tu vois qu'ils se disent vraiment « Ah oui, tout ça ». Donc ouais, c'est important. Tu as senti un regain d'intérêt comme ça au fil des années pour la poterie, pour la céramique ? En tout cas, j'ai l'impression que c'est de plus en plus sur Instagram et tout ça. J'ai l'impression qu'il y en a plein. Peut-être, enfin, il y en a toujours eu, mais j'ai l'impression que ça devient quand même une mode aussi, oui. Surtout avec les vidéos où il y a plein de gens qui se filment en train de tourner. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a un gros retour à tout ça. Et toi, quand tu vois vraiment la terre de départ, puis l'objet que c'est devenu, qu'est-ce qui se passe comme ça dans ta tête quand tu vois ça ? Mais c'est gai de voir la finalité que ton petit pot que tu as fait il y a 1 mois, qui est enfin fini, et puis qui est enfin en boutique, et puis qui part chez les gens. Et quand tu as des pièces qui sont ici quelque temps et qui trouvent leur place chez des clients, tu te dis « Ah, ça y est, cette pièce-là va chez cette personne-là. » Donc c'est gai de voir, parce qu'on voit vraiment du début à la fin. Et comment vraiment t'es passé du fait de faire ça pour, voilà, comme hobby, comme passion, à vraiment te dire, en fait, je vais proposer ce que je fais aux gens. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à faire ce processus, ce cheminement-là ? Moi, je l'ai fait comme par l'intuition, là, je me disais, ou je sais pas si c'est ça, ta question. Oui, c'est ça. Ouais. Mais vraiment, tu vois, enfin, oui, tu l'as senti, en fait, c'était plus fort que toi de te lancer ? Oui, je sentais que... Ouais, enfin, je sais même pas... Je sais pas comment l'expliquer, parce que je l'écrivais beaucoup, c'était une intuition. J'avais toujours voulu être indépendante. Dans quoi ? Parce que ça pendant des années. Hein. Et je vais faire quoi ? Limite, j'en avais marre de me dire, mais fous-toi la paix et t'as un boulot. Et donc, tout le temps, mon mari aussi, je lui disais tout le temps, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Gna, gna, gna. Et du coup, de savoir à ce moment-là, mais en fait, oui, la poterie est là depuis des années. Je veux être indépendante. Et ben, en fait, c'est ça. C'était ça le plus dur, c'est de trouver l'idée pour enfin pouvoir devenir indépendante ? Pendant des années, je me suis dit, limite, j'avais peur de jamais trouver. Et à ce moment-là, quand je me suis dit, en fait, c'est maintenant, c'est ça, c'est devenu une évidence, mais j'aurais pas pu le faire il y a 10 ans, puisqu'il y a 10 ans, j'aurais jamais pu me lancer, parce qu'il fallait que j'apprenne. Et du coup, là, et encore, maintenant, après 5 ans, je tourne mieux que ce que je tournais il y a 5 ans, évidemment. Donc voilà, c'est tout ça aussi que ça prend de l'ampleur. La première année, c'était peut-être pas vivable comme activité, peut-être pas la deuxième. Mais ici, oui, parce que il y a la technique qui rentre, je travaille plus vite, mieux, même si c'est plus vite, pas dans le sens vite, mon pot va être moins bien fait. Mais comme la technique est là, c'est plus facile. Et de nouveau, je dis ça, mais j'ai encore plein de choses à apprendre. C'est pas... j'ai plein de techniques, voilà. Oui, tu veux encore te former ?
Je continue, oui. Et est-ce que tu veux apprendre d'autres techniques? Non, en fait, j'aime bien, comme j'apprends là, après ça viendra peut-être, mais par exemple, il y a du raku, j'en ai jamais fait. Et ça, c'est quoi? C'est une technique japonaise, enfin, c'est des cuissons au feu et tout ça. Mais pour l'instant, j'ai pas envie. En fait, c'est déjà tellement vaste le grès Oui. qu'après le raku, c'est encore complètement autre chose. Pour l'instant, j'ai pas envie. Je sais pas si ça changera un jour, mais... Et tu comptes, comment t'envisages le futur? Est-ce que tu comptes développer ici la partie boutique ou est-ce que vraiment cette combinaison des deux ateliers boutiques, ça te correspond et que tu veux garder ce système-là ou voilà, comment tu vois l'évolution? En fait, je la vois... j'aurai les mêmes clients, ceux qui en tout cas ont envie de revenir. J'aurai peut-être d'autres clients, mais je ne vois pas de gros changements dans le sens où j'aime bien travailler seule. Donc si à un moment si je dois refuser des commandes, il vaut mieux refuser des commandes que de vouloir absolument m'agrandir et que du coup je n'arrive plus à faire moi ma pièce de A à Z. Et donc ça c'est pas le but. Donc je pense que ça restera. Après, oui, dans 10 ans, je tournerai peut-être 7 kilos. Et du coup, ce sera de toute façon des autres pièces. J'aurai de nouveaux émaux. Donc, il y a peut-être des choses que j'aurai envie de faire, d'autres moins. Mais je ne vois pas de gros changements parce qu'en fait, j'en ai pas envie. Tu te sens bien en fait maintenant Ouais. dans le modèle entre guillemets que tu as créé. Ouais, ouais. Et ici, là, j'ai envie de redécorer un petit peu ma boutique. Du coup, comme je l'ai déjà fait plein de fois, j'ai appelé une amie qui est conseil coloriste. Du coup, elle est venue, on va redécorer un petit peu. Donc ça, pour moi, c'est ça, des petits changements, c'est tout ça. Mais pas en tout cas dans... Voilà, l'idée, c'est de rester toute seule, travailler seule, quoi. C'est important en fait d'avoir ce temps aussi seul pour toi? Dans le sens que quand Par je suis toute rapport seule... à, oui, se déconnecter de la famille, des amis, d'avoir vraiment ce moment à toi? Oui, c'est vrai que ça me fait du bien. En fait, quand j'étais petite aussi, j'aimais bien jouer toute seule. Donc j'aime bien avoir mes amis, j'aime bien avoir plein de monde. Et puis j'aime bien aussi en fait me retrouver un peu toute seule. Et comme à la maison, mes enfants sont hyper, comment expliquer, Dynamique. hyper dynamiques. Ça me fait du bien d'être au calme toute seule quand je suis dans mon atelier. Et il y a d'autres domaines dans lesquels tu crées, pas professionnellement, mais dans ta vie privée, la création aussi est fort présente? Ou pas forcément? Pas spécialement. J'adore décorer ma maison, changer. Donc la déco, tout ça, oui. Je fais beaucoup de journal créatif, mais après, sinon, non. Et la décoration, ça va un peu du coup avec ce que tu crées aussi au niveau des vases, etc. Oui, c'est vrai que ça correspond aussi dans l'idée. Et tu parlais des couleurs, voilà, ici tout est très clair, il y a beaucoup de bois aussi, tout est vraiment un peu pastel. Ça te représente aussi toi, cet univers-ci? Peut-être bien. Comme on parlait tantôt de la menuiserie, c'est vrai que dans la boutique, j'ai beaucoup de... ce chariot, je l'adore, par exemple. Et On est assis sur un chariot, comme ça les auditeurs le savent. sur le chariot C'était le chariot de menuiserie. On a remis des planches, en fait. Ah, c'est génial. Et du coup, oui, peut-être bien que ça me correspond. Ouais. Ça te représente? Ouais. Tu es fière d'avoir osé te lancer? Oui. Est-ce que tu t'en rends compte déjà, que tu as vraiment fait cette étape, cette démarche de tout quitter pour te lancer? Oui, je m'en rends compte et je me dis en fait, pardon, je dis putain, putain, merci Sophie de l'avoir fait. Comme si, parfois je me dis, mais j'aurais pu ne pas le faire, je vais avoir un petit bébé à la maison, financièrement, enfin, on a tous 1000 excuses qu'on pourrait donner. Et j'aurais pu suivre tout ça. Et j'ai juste suivi l'intuition. Et je me dis, heureusement que je l'ai fait à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, je me dis merci. Mais je ne sais pas si je me rendais compte, puisque quand j'ai quitté, je me suis retrouvée avec le directeur dire que je quittais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur aussi. Et mes copines aussi, dont Laureline, qui me disait, quand tu nous as dit que tu quittais pour faire de la poterie, on s'est dit, oh, wow. Et donc voilà. Mais, Et parce que c'était la poterie ou parce que c'était un domaine créatif? À mon avis, le fait que c'est de la poterie, que c'est déjà un peu... Allez, c'est pas à part, mais je crois que c'était les deux. Mm-hmm. Déjà que c'est le côté indépendant et en plus que c'est de la poterie. Mais du coup, ce qui est gai, c'est que très vite, les gens m'ont soutenue, quoi. Ils se disaient que c'était chouette
Et ouais. Et les premières ventes, c'était la famille, les amis, puis ça a été le bouche à oreille, et puis c'est les réseaux sociaux. Mais la première vente qui était là, c'était tous mes amis et toute ma famille. Et du coup, même si tout le monde te prenait pour une folle au début, mais était présent une fois que c'était lancé, ça t'a vraiment beaucoup touchée ? Oui, je me sens que j'étais super stressée. Enfin, l'inauguration, c'était plus excitation, mais j'étais stressée alors que c'était que ma famille. Et ma première vente, c'était horrible. C'était un marché, comme un petit marché de créateurs. Et j'étais super stressée, mais vraiment pas bien. J'avais envie de partir de la vente. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Et encore aujourd'hui, je me dis, heureusement que j'ai réussi aussi à passer ce petit cap de gros stress. Et ouais, donc c'était pas que du trop facile. Il y a eu aussi pas mal de stress, quoi. Et tu t'es sentie aussi évoluer toi-même au fil de ces 5 années ? Ça m'arrive encore de stresser pour toutes mes ventes. C'est pas du gros stress, c'est plus de l'excitation. Un petit peu de stress, oui, si je fais surtout une vente créateur ou quoi, parce que si tu as invité quelqu'un et que personne ne vient, donc tu sais, est-ce que les gens vont venir, est-ce que les gens vont aimer ? Mais c'est plus le stress de ma première vente où là, c'était vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Ça, heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Je crois que c'était vraiment parce que c'était le début et que c'était, est-ce qu'en fait, maintenant que je me suis lancée, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va... Et surtout que dans ce cas-ci, tu dépends vraiment des gens, des clients. C'est un stress supplémentaire, ça, tu ne dépends pas que de toi. Toi, tu crées, mais il faut quand même que les gens soient là aussi pour acheter ce que tu crées. Ouais, ça crée un stress en plus. Je crois que c'est ça que j'ai si stressé à ma première vente. C'est que là, j'avais tout fait. Enfin, j'ai quitté, j'ai fait mes pots, ils sont prêts, mais est-ce que je vais les vendre ? Et en fait, j'ai vu que, oui, petit à petit, ça se vendait. Et ça se vend toujours. Et ici, ce qui est chouette, c'est qu'avec le recul, si à un moment je vends moins, je me dis, c'est pas grave, je vais créer. Comme ça, je vais pas me borner à vouloir vendre ce qui est là. En fait, je vais créer, je vais faire du stock. Et il y a bien un moment où ça va relancer. Donc ça, c'est gai. Et c'est une fierté quand tu vends. Et que ça plaît. Oui. Ouais. Et c'est une fierté de voir aussi... du coup, tes objets chez les gens. Oui, ça c'est gai. Surtout parfois quand je retrouve des pièces que j'ai un peu oubliées. Soit la couleur, soit la forme. Donc, ça c'est gai. Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Ça peut être d'un point de vue professionnel ou personnel. Oser faire que je n'ai pas encore fait ? Je sais pas. Tu peux prendre 2 minutes pour réfléchir. Là, je pense au voyage, mais donc je me dis que ça n'a peut-être rien à voir. Mais c'est pas grave. Voyager au Canada ou des choses comme ça. Ouais. Là, comme ça, c'est ça qui me vient. Le voyage. Ouais. Et le voyage, j'ai déjà voyagé, mais ouais. Pour découvrir de nouvelles choses d'un point de vue création ou vraiment pour s'évader ? Non, là, quand ça m'est venu, c'était plutôt s'évader, quoi. Vacances. Pour te déconnecter et pouvoir revenir de plus belle ? Ouais, ou alors des voyages dans la nature, mais tu sais, un peu plus rando et tout ça. Parce qu'on a fait des voyages, mais c'était sans les enfants. Au Brésil, au Venezuela, c'était plus des tours un peu plus touristiques, quoi. Avec la famille de mon mari et tout ça. Mais, Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Sophie d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez découvrir son univers, son site est à retrouver dans les notes de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter, mais aussi sur la plateforme de streaming que vous êtes en train d'utiliser. Et si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez désormais le faire via la plateforme Patreon. Le lien se trouve dans les notes. Enfin, parler de Compose autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.